parole est à Madame le secrétaire perpétuel pour la lecture de son discours. L'Académie est née avec l'État moderne. Abattre les féodalités, rassembler les forces vives, donner aux créateurs le moyen d'inventer et de projeter les richesses de l'esprit, épouser le temps présent et percevoir son contenu d'avenir, bref, affirmer haut et fort la grandeur de notre pays, telle fut la pensée de votre fondateur, le cardinal de Richelieu. Chaque époque a ses tâches, mais l'ambition reste la même, servir la France en tant que nation, mais aussi en tant que vecteur de civilisation, source de pensée universelle. L'Académie a été instituée pour rendre la langue française non seulement élégante, mais capable de traiter tous les arts et les sciences. Je me pose la question, qu'en est-il après 350 ans ? Notre langue peut-elle encore traduire les apports de la science, désigner les objets hier inconnus, que dis-je, inexistants ? Près de 100 millions d'hommes et de femmes ont le français pour langue maternelle. Plus de 40 millions l'utilisent comme seconde langue ou langue de travail. Et pourtant, la langue française est menacée. Comme toute langue, elle est mortelle. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'avenir. La France, disait Fernand Braudel, c'est d'abord la langue française. Si la France s'est montrée de tout temps plus ouverte que d'autres aux cultures du monde, c'est qu'elle ne doutait pas de son identité, ni de sa propre culture, ni de son propre langage. Elle ne doutait pas d'elle-même. Ce propos, c'est le président François Mitterrand, notre protecteur, qui le tint sous cette coupole en 1985, lors de la célébration du 350e anniversaire de notre compagnie. En insistant avec tant de gravité sur la langue française, dont il dit aussi « il n'est pas d'autre richesse pour nous », le président Mitterrand concluait qu'à le reconnaître, à préserver et enrichir notre langue, c'est, je le cite, « l'avenir que nous dessinons, un avenir qui paraîtra à nos successeurs si facile à vivre, si naturel, qu'ils ne comprendront pas qu'au mois de décembre 1985, nous nous soyons seulement posé la question. » Plus d'un quart de siècle plus tard, le propos du président retentit tout à la fois comme un message d'espoir et comme un avertissement solennel. Notre langue rayonne certes sur tous les continents. Plus de 300 millions d'hommes la parlent, mais son destin dans notre pays désespère nos compatriotes qui chaque jour en appellent à l'Académie. La langue française est triplement menacée, nous disent-ils, par la langue anglaise qui la dévore de l'intérieur, par nos élites qui en font un usage affligeant, et surtout menacée d'être ignorée par les nouvelles générations à qui l'école n'apporte plus les moyens de l'apprendre. Cette déploration mérite examen. Commençons par le chapitre le plus connu, celui du péril anglais. Il y a plus d'un demi-siècle déjà, Etiamble avait dénoncé la substitution du franglais au français. Notre confrère Michel Serres, rentrant des États-Unis, a dit son indignation en découvrant sur les murs, les vitrines, dans le métro, un nombre de placards, enseignes et panneaux en anglais fort supérieur à celui des affiches qui, sous l'occupation, étaient rédigées en langue allemande. Pourtant, nous disposons d'outils multiples pour freiner ces dérives langagières qui horrifient la société. En 1992, on a inscrit en tête de l'article 2 de la Constitution la langue de la République est le français. La loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, a précisé dans son article 1er que, langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Mais la loi ne peut pas tout. Chaque année, un bilan de l'application de la loi Toubon est présenté au Parlement. Le rapport de cette année nous apprend que des dizaines de milliers de contrôles ont été effectués, des milliers d'infractions, et plutôt des dizaines de milliers d'infractions ont été constatées, mais que quelques centaines de sanctions seulement ont été prises. Il n'existe pas dans notre pays de véritable police de la langue. Plus inquiétant encore que le spectacle de rue envahi de termes anglais est le domaine de l'enseignement, qui, dit la loi, doit être dispensé en français. Le recul de notre langue est ici dramatique. L'anglais menace notre langue, cela est indéniable.
Mais il dépend de tous, de la volonté politique et de la vigilance des citoyens, qu'au lieu de s'y substituer ou de la dégrader, ils deviennent un atout pour le développement du savoir et la communication entre les hommes. Et c'est ici que nous butons sur un second aspect, et non le moindre, des maux dont souffre notre langue, l'indifférence et l'irresponsabilité dont font preuve à son égard nos élites. Ces élites qui dominent en tout domaine, qui sévissent sur les ondes et les écrans, imposent à la société, grâce à leur présence médiatique constante, un sabir technocratique fort étranger au bon usage du français. Mais ce jargon, apanage d'une caste privilégiée, protège aussi son pouvoir en masquant des réalités déplaisantes. Que d'expressions vagues, inappropriées, pour noyer dans le flou les tragédies qui s'annoncent. Ainsi, plan de restructuration, plan social ou encore demandeur d'emploi. Ne sont-ce pas là des artifices pour éviter le mot cruel et si expressif de chômage? Ce vocabulaire technocratique est doublement fautif. Le sens des mots est flou et il fait disparaître le mot juste, celui qui a une longue présence dans notre patrimoine littéraire. C'est ici qu'intervient le dernier sujet, celui que nos compatriotes si préoccupés de la langue française savent être le plus redoutable pour son avenir, son abandon par l'école. Si la langue du roi est devenue la langue de la nation, c'est grâce à l'école qu'il a enseigné à ceux qui s'exprimaient seulement dans leur parler. Si elle est devenue langue de civilisation, c'est parce qu'elle a été façonnée par les écrivains au fil des siècles. L'école s'est toujours donnée pour mission de transmettre l'exceptionnel patrimoine littéraire français à des générations d'élèves en leur fournissant les outils nécessaires à sa compréhension et à son appropriation. Et cette école a été longtemps le modèle du monde. Les réformes des dernières décennies ont toutes en commun d'avoir réduit la part de la langue et de la littérature dans l'enseignement secondaire. Le bilan est simple, des horaires rétrécis et la possibilité de transformer des heures d'enseignement du français en heures de langues étrangères au prétexte, je cite ici le beau langage de l'administration, de favoriser les débouchés professionnels à l'international. Ce n'est pas du bon français. Le résultat est que l'histoire littéraire a été pratiquement abandonnée, ce qui laisse peu de chance aux élèves de connaître notre patrimoine littéraire, de comprendre ses liens avec l'histoire de notre pays et ses relations avec d'autres héritages culturels. Mais plus encore que cette réduction du savoir et des exigences dans l'enseignement du français, c'est la menace de projets en cours d'élaboration qui affole tous ceux qui ont foi en notre langue. L'idée chemine, dit-on, dans le plus grand secret, de partager l'enseignement de notre langue en deux parties. L'une obligatoire, qui serait consacrée à la langue française, considérée comme langue de communication, et l'autre, qui couvrirait l'enseignement littéraire, mais ne serait que facultative. Le français, réduit à n'être plus qu'un simple outil de communication, on veut espérer qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Mais dans ce domaine, hélas, le pire est parfois le plus sûr. L'avenir de la France est inséparable de la gloire de notre langue. Seule la volonté politique peut rendre à notre langue le respect et l'attention qui lui sont dus, et du même coup son autorité et son influence ici et dans le monde. C'est donc au président de la République, son protecteur depuis le règne de Louis XIV, que l'Académie en appelle aujourd'hui, pour lui demander solennellement de faire de l'année qui vient l'année de la reconquête de la langue française et d'abord au sein de l'école qui la porte et la transmet. La maîtrise des mots est le début de la sagesse, disait Antisthène, un disciple de Socrate. Son message venu du fond des âges est aussi une leçon pour notre temps. Je vous remercie de votre attention.